En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. L'homme à qui on attribue cette phrase a passé une large partie de sa vie à préserver la mémoire de l'Afrique, à recueillir ce que les anciens portaient dans leur mémoire avant que ça ne disparaisse avec eux et à promouvoir les traditions orales ouest-africaines notamment. Oui, il s'agit bien de Amadou Hampâté-Bâ. Malien, peul, ethnologue, écrivain, diplomate, et le premier épisode de notre rubrique Portrait lui est consacré. Dans cette vidéo, je vais te raconter, te partager quelques lignes de sa vie. Et par contre, il faudra rester jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, moi, j'aurai fait ma part et quelqu'un d'autre prendra le relais. Et c'est à ne pas manquer. Bandiagara, centre du Mali, chef-lieu du pays d'Ogon, ancienne capitale de l'empire tout couleur du Massina. Et c'est là qu'il naît, vers l'année 1900, dans une famille peul. Son père meurt lorsqu'il est très jeune et sa mère va se remarier. Et son second époux, Tidjani Amadou Ali Cham, va l'adopter. Son éducation commence par l'école coranique, puis l'administration coloniale va le réquisitionner pour l'école française. D'abord Bandiagara, puis Djenné. En 1915, il quitte l'école et va rejoindre sa mère à Kati, où il finira par reprendre ses études. En 1921, on lui propose l'école normale de Gorée, une porte d'entrée vers l'élite coloniale. Il refuse. Amadou Hampâté-Bâ est donc un homme formé entre deux mondes. Il a été formé par un maître spirituel, Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, à qui il consacrera un livre entier. Et en même temps, il maîtrise le français écrit et oral, ainsi que les codes de l'administration. Il est exactement à la charnière. Il a un pied dans un monde qui transmet oralement et un pied dans un monde qui transmet à l'écrit, par le papier. En 1951, une bourse de l'UNESCO va l'amener à Paris. Il y rencontre les milieux africanistes et ça change tout. Il rentre dans le circuit international de la recherche. 1960, le Mali devient indépendant. Amadou Hampâté-Bâ va alors fonder l'Institut des sciences humaines à Bamako et il va parler devant l'Assemblée générale de l'UNESCO. Il demandera notamment une chose bien précise, que la sauvegarde des traditions orales soit traitée comme une urgence au même titre que la sauvegarde des monuments de Nubie. Il siégera au conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970 et en 1966, il participe à l'élaboration d'un système unifié de transcription des langues africaines, des langues qui jusque-là n'avaient pas de forme écrite normalisée. Et donc après 1970, son mandat prend fin. Il se consacre alors à l'écriture entièrement ainsi qu'à ses archives. Mais avant cette date, il avait déjà publié plusieurs ouvrages. Notamment en 1955, il avait déjà publié L'Empire Peul du Massina, une histoire construite à partir de la tradition orale. En 1957, Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, pour son maître spirituel. Puis les contes initiatiques Peul, Kaïdara, Koumen, Guido Dewal et Petit Bodiel, transcrits pour les enfants. Et en 1973, paraît L'étrange destin de Wangrin, Grand Prix littéraire d'Afrique noire l'année suivante. Et beaucoup considèrent ce livre comme étant son chef-d'œuvre. Et puis, il y a le livre par lequel je suis rentrée moi, Amkoulel, l'enfant Peul, premier tome de ses mémoires, publié en 1991, l'année de son décès. Et Grand Prix littéraire d'Afrique noire, lui aussi. Le deuxième tome, Oui mon commandant, paraîtra en 1994. Il passera les dernières années de sa vie à Abidjan à faire une chose immense, classer des milliers de pages d'archives accumulées toute une vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest. Il meurt le 15 mai 1991. Voilà, ça c'est la biographie, c'est sa biographie. Ce sont les quelques lignes que je voulais te partager à propos de ce monsieur, ce grand monsieur. Les dates, les livres, les réalisations, les prix. Mais ça, on est d'accord que toi, tu fais le travail de recherche, tu peux le trouver aussi, pareil. Eh bien, tu sais quoi? J'ai encore mieux pour toi. En 2024,
je me suis rendue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'ai eu la chance, l'immense opportunité de rencontrer l'une des filles de Amadou Hampâté Bâ, Roukiatou Ba. Elle dirige la fondation Amadou Hampâté Bâ et elle a bien voulu me consacrer un échange, une interview. Et je me suis dit, malgré que l'échange a eu lieu en 2024, qu'il y a quelque chose d'assez juste à finir cette vidéo par cet extrait. Moi, j'ai fait ma part et je te laisse maintenant profiter de ce court extrait de l'échange que j'ai eu avec elle. C'est le lieu de remercier mes frères et sœurs parce que le patrimoine m'appartenait à Hampâté, ce qu'il a engrangé de son vivant, et ça appartient à ses ayants droit après sa mort, bien que ça appartienne à l'humanité parce qu'on a le devoir de le diffuser. Mais quelle que soit la richesse d'un héritage, s'il n'est pas bien géré, il se dilapide. Donc la raison d'être de la fondation, c'est déjà d'exister. Donc tous les ayants droit Hampâté sont membres de la fondation. Et donc c'est le lieu de remercier mes frères et sœurs pour la confiance qu'ils m'ont placée à la Benjamine que je suis. Et mon implication dans la fondation est aussi le fruit de l'amour d'une fille pour son père, mais d'une élève pour son maître. Parce que c'était une personne charismatique qu'on a eu l'occasion d'approcher, une personne très agréable à vivre, une personne qui aimait ses enfants à la même enseigne que les autres. Il ne faisait pas de différence. Il ne faisait aucune différence. Le soir venu, on ne savait jamais où est-ce qu'on se couchait. Ça c'est l'enfant de terre. On mangeait encore dans les bols à terre et tout. On vivait vraiment il y avait un tisserand dans la cour, on pilait le mil. Voilà, il était lui-même, il était vrai. Et le sens du respect de la parole donnée aussi était très important pour lui. Et j'ai jamais vu ce monsieur, ce patriarche, se vanter. Moi, je tapais la poitrine. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un modèle, en plus d'être mon père biologique. Mais puis, j'estime aussi que il a, dans un élan de générosité, il a vraiment consacré sa vie dans une volonté de servir les futures générations. Donc, s'impliquer dans la fondation n'est rien à côté de tous les sacrifices que lui il a fait. Donc, aucun sacrifice n'est beau pour lui. Et moi, j'ai une double satisfaction de faire cette fondation. Non seulement ça me rapproche de mon géniteur, mais ça me conforte et me confirme dans des valeurs que je défends. Et donc, j'ai à cœur de moi aussi être un petit fil tenu pour que les messages d'hier qu'il a recueillis soient transmis à sa postérité telle qu'il aurait souhaité. Moi, tu me donnes la chair de poule, tu me racontes tout ça. Vraiment, je suis complètement aux anges d'être assise avec toi, d'avoir cet échange avec toi, parce que tu portes vraiment haut les idées, les valeurs de ton papa, Amadou Hampâté Bâ, et c'est tout à ton honneur. Vraiment, c'est tout à ton honneur, et je pense ne pas être la seule du tout à penser ça et à apprécier ce que fait la Fondation et à apprécier ce que perpétue la Fondation. Et merci pour ça et bravo pour ça. Et pour terminer cet échange, j'aimerais, tu es la mieux placée pour répondre à ça. Est-ce que tu pourrais nous donner ou nous raconter une petite anecdote qui vraiment t'a marqué dans ton enfance avec ton papa, Amadou Hampâté Bâ, et puis nous partager ça et nous faire vivre, nous transporter avec toi avec cette anecdote-là. Déjà, on avait une relation assez fusionnelle. Donc, avec lui, on pouvait aborder tous les sujets sans tabou.
Et il disait qu'il n'était pas un père au cœur de granit et que si on avait fait des erreurs, il était prêt à nous accompagner. Il jugeait pas les gens. Il avait un esprit d'ouverture et de tolérance insoupçonné. Ouais. Insoupçonné. Et il nous disait qu'il n'a pas peur de la mort, Ouais. mais il a peur de la honte. Ouais. Il a dit, nous sommes comme fort, ça. enveloppés dans un drap blanc et il compte sur nous pour ne pas que nous le salissions. Donc ça, c'était quelque chose de sans nous obliger, mais à travers des conseils. Il savait parler, il avait l'arme, une parole redoutable et que nous redoutions aussi bien quand on a fait des erreurs, mais lorsqu'il faisait des louanges aussi, on était aux anges, comme on dit. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'était une mise en garde, mais qui était aussi une éducation. On avait le bal du lycée. À Yamoussoukro, nous étions internes parce qu'il n'a jamais voulu nous faire grandir dans la bourgeoisie. Il disait qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc moi, j'ai commencé l'internat alors que je n'avais que 7 ans. Wow. J'étais chez les bonnes sœurs, on nous apprenait à puiser l'eau, puis à balayer les cours et tout ça. Et alors, on est venu, on a dit qu'on voulait les pagnes pour le bal et tout. Il était d'accord. Il paraît que c'est de zèle, je ne sais plus si c'était moi ou une autre de nos sœurs qui avons dit. Et puis, toutes nos amies même ont eu le pagne. Il a dit, pardon. Il dit, je rêve ou bien je viens d'entendre que vos amis aussi ont. Donc, c'est parce que vos amis ont que vous voulez. Il dit, ben, vous n'irez pas à ce bal-là. Il dit, faut pas être envieuse, de dire que je veux faire ci parce que tel a ça. Il dit, et c'est cette envie-là qui envoie à tout. Et vous n'irez pas à ce bal-là. Et nous ne sommes pas partis à ce bal-là. Mais nous avons compris c'est une belle leçon. la leçon. Qu'il fallait se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est, et ne pas vouloir être à la place des autres parce que Dieu à tracer la destinée pour chacun. Donc ça, c'était une leçon capitale que j'ai gardée. Et pour lui, de manière globale, tu pouvais avoir des difficultés à l'école, dans la compréhension, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne vienne pas lui dire que tu as un mauvais comportement. Ça, il était vraiment pour la correction comme lui-même il était. Donc ça, ce sont des souvenirs qu'on garde de cet homme qui était vraiment accessible parce que quand il finit de prendre son déjeuner, on était là en l'entour parce qu'il ne mangeait jamais à une heure régulière. Il était souvent dans ses écrits et puis après. Mais après chaque repas, il nous racontait des anecdotes, des blagues. Il aimait bien faire rire tout le monde autour de lui. Et franchement, c'est une grosse perte, mais en fait, comme il le disait, l'âme ne meurt pas. Donc, en tout cas... je pense que la fondation en est bien la preuve. Oui, la fondation en est la preuve, mais à un niveau individuel. Moi, je me couche avec son souvenir très vivant, je me réveille avec. Et donc, ces leçons président à chaque pas que je pose, chaque pensée que je développe. Et en tout cas, il est vraiment un phare, une boussole qui m'a évité beaucoup de pièges de vie, beaucoup de tentations. À la lumière de l'éducation qu'il a donnée, j'ai pu résister à la facilité, à pas mal de choses pour garder ma dignité afin que même d'autres tombent et continuent d'être fiers de moi parce que je suis sûre qu'ils voient ce que nous sommes en train de faire.